Bien, je vous propose de commencer ce webinaire. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, webinaire consacré à une expérimentation qui a été menée sur les interventions collectives inspirées des thérapies cognitives comportementales, les TCC. Donc, nous allons débuter ce webinaire tout simplement en vous présentant les différents participants. Manon, je ne sais pas si tu peux afficher la diapo qui correspond. Merci. Donc, nous ont fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui Marc Corbière et Tania Lecomte, respectivement de l'Université du Québec à Montréal et de l'Université de Montréal. Marc, Tania, est-ce que vous nous entendez bien? Très bien. Oui, Bonjour à vous tous, à vous tous. bonjour tout le monde. Merci à tous les deux d'être présentes et présents. Est avec nous également aujourd'hui professeur Bernard Pachou de l'Université Paris-Cité, Bonjour à tous. ainsi que moi-même, Simon Rousset et Manon Coulange de l'ANSA. Nous ont fait la chance d'être présentes et présents aujourd'hui, si tu veux, Marie-Laure Langouette et Sébastien Dugas, donc référent de l'emploi accompagné 44, Bonjour. qui Bonjour. sont en train de joindre Thomas Bustos, qui devrait nous rejoindre également. Oui, tout à fait. Il est en chemin. Super, merci. Également avec nous aujourd'hui, Claire Boitin, Julien Bouchou et Lilian Bessois, du Geste Mayenne, Bonjour. ainsi que Ouda Aboudou, des Amis de l'Atelier. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci à toutes et à tous d'être venus. Maintenant, si tu peux retourner une petite diapo en arrière, enfin deux diapos en arrière, encore une fois. Ça me permettra aussi de remercier d'autres personnes qui ne sont pas là forcément aujourd'hui, à savoir nos financeurs et nos soutiens, la FIRA, le FIPHFP, la DGCS, Malakoff Humanif et le CCAH, pardon. Et puis, il y a également l'AGFIP. Donc, si tu peux retourner à la diapositive qui concerne François Martinez. François, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui avec nous, François de la GFIP, et je vais laisser la parole pour introduire ce webinaire. Merci Simon. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation à l'Agence nationale nouvelle des solidarités actives et puis de l'ensemble de l'équipe du projet. En fait, je vais pas être très long, mais ce que nous tenions à vous dire de la part de la GFIP, c'est tout l'intérêt que ce projet a présenté pour nous euh, dès sa présentation, puisqu'on en a échangé pour la première fois il y a presque 2 ans maintenant, Simon, hein, tu Il y a plus de rectifies. 2 ans. Il y a plus de 2 ans même, avec un sens du tempo, mais alors là, pour le coup, je ne sais pas quelle intuition vous aviez eue, mais on vient d'entrer dans cette année cause nationale, année 2025, cause nationale pour la santé mentale en France, ce qui est du coup le moment d'atterrissage de vos travaux est particulièrement bien trouvé. Donc, je souhaiterais saluer l'ensemble des participants à cette recherche, hein, que ce soit les équipes de recherche avec le professeur Corbière, professeur Pachou, professeur Lecomte, mais aussi tous les participants. Tous les participants. Nous connaissons bien la GFIP, le format de recherche appliquée. Et on tient aussi avec notre partenaire, hein, qui est la Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap. On partage ces points d'attention à la participation des personnes concernées dans les processus de recherche. Ce que vous nous avez donné à voir à travers notamment à travers les vidéos et puis les documents que vous nous transmettez régulièrement, c'est cet effort particulier que vous avez développé ensemble dans cette dimension de co-construction
pour faire avancer ce sujet de l'accompagnement dans le cadre de l'emploi accompagné. Ce que nous avions observé jusqu'alors, et la GFIP s'est impliquée assez tôt hein, sur le champ de l'emploi accompagné. J'ai souvenir de quelques projets à caractère expérimental que nous avions soutenus dans les années 2015-2016, hein, déjà, vous voyez. Et professeur Pachou était déjà présente sur la dimension évaluative. Par contre, ce que nous n'avions pas complètement entrevu, c'était que probablement que les pratiques d'emploi accompagné seraient essentiellement développées sous une modalité individuelle. Et là, vous redonnez à travers cette expérimentation toute leur lettre de noblesse à la dimension collective. Nous avons pu vérifier par ailleurs, hein, à travers d'autres thématiques, combien le collectif peut constituer une ressource importante pour développer et restaurer le pouvoir d'agir. Vous en faites la démonstration, et encore une fois, vous en faites la démonstration à partir de l'implication des personnes concernées. Et ça, c'est porteur, hein, c'est effectivement porteur de nouvelles voies. Et tout ça est étayé aussi avec un champ théorique et un champ de recherche qui est celui que vous aviez choisi, hein, des thérapies cognitives et comportementales. Donc bravo, bravo. L'étape d'après dans laquelle vous êtes déjà engagé, c'est comment faire diffusion, comment faire école de tout ce qui a été fait, parce que à la fois dans les enseignements auront pu être tirés, mais aussi dans les formats de pratique que vous allez pouvoir proposer, il y a là quelque chose, il y a probablement une voie là qui est prometteuse. Donc encore une fois, bravo, et c'était un vrai plaisir pour nous d'être à vos côtés. L'emploi accompagné est financé en France par l'État, par la DGCS, il est financé par l'UEFIP-HFP et par la GFIP. Il était sans doute assez logique que nous nous retrouvions à vos côtés dans le cadre de cette recherche appliquée. Et donc aujourd'hui, avec vous, encore une fois, c'est un vrai plaisir et j'ai hâte de vous entendre. Merci. Merci beaucoup, François, pour cette introduction. Nous allons dès à présent rentrer dans le vif du sujet avec au menu du jour plusieurs étapes hein, dans ce webinaire. On va tout d'abord commencer par vous présenter un petit peu quel était le cadre de l'expérimentation qui a débuté en 2022 pour s'achever en 2024 ou plutôt aujourd'hui hein, avec ce webinaire. Ensuite, Marc et Tania nous feront un zoom sur les interventions collectives inspirées des TCC pour vraiment définir ce que sont à la fois les modalités et le contenu de cette approche. Bernard Pachou et Manon Coulange nous parleront donc des résultats d'évaluation du point de vue quantitatif et qualitatif. Et enfin, nous ferons un point pour vous permettre vous aussi de vous former demain à l'organisation et à l'animation d'interventions collectives inspirées des TCC. Donc, on vous expliquera ce que ça apporte et comment vous pouvez le faire. Donc, pour l'expérimentation, pour vous resituer un petit peu le cadre, déjà, pour parler des objectifs, l'objectif, c'était de démontrer donc, que ces interventions qui étaient jusque-là mises en place au Canada pouvaient aussi avoir leur utilité en France, d'où l'envie de les expérimenter ici, avec le concours très précieux de Tania Lecomte et de Marc Corbière. On a choisi pour ça de les expérimenter dans l'emploi accompagné, puisque ce champ d'application trouvait tout son sens ici pour les TCC avec des personnes qui souhaitent retourner à l'emploi, notamment un certain nombre de personnes avec des troubles de la santé mentale. Et puis, c'était une expérimentation menée dans le cadre de l'emploi accompagné, donc dispositif qu'on connaît bien à l'ANSA pour l'évaluer depuis 2017, mais on le verra hein, plus tard, et sans doute, ces types d'interventions sont sans doute plus largement généralisables à d'autres dispositifs d'accompagnement des personnes. On en retouchera un mot en fin de webinaire. Donc, on a mobilisé pour ça un certain nombre de sites pilotes à travers un appel à manifestation d'intérêt. Et donc, on a
eu 14 réponses. Donc, 7 sites ont été donc, affectés au site pilote. Et puis, il y a 7 sites qui ont été affectés donc, au groupe témoin. On en reparlera tout à l'heure quand on évoquera l'évaluation. Donc, évaluation qui a été faite donc, sur la base des bases quantitatives, donc en comparant donc, cet échantillon expérimental avec les sites pilotes et puis l'échantillon témoin avec des sites qui appliquaient l'emploi accompagné traditionnel sans ajouter ces interventions collectives. Et puis donc pour évaluer la plus-value de ces démarches, mais également la modéliser pour pouvoir ensuite les s'aimer, il y a eu un certain nombre de visites sur site qui ont été réalisées. On en reparlera là aussi tout à l'heure. Et enfin, on est aujourd'hui à la fin de cette expérimentation, hein. Après plus de 2 ans d'expérimentation, donc à la diffusion de cette pratique en France, à travers un certain nombre de supports d'application qui seront présentés tout à l'heure, donc à travers un guide euh, d'essaimage et un rapport d'évaluation, et puis d'autres supports d'application tels que des films, et puis le déploiement d'une nouvelle formation dès 2025. Donc ça, c'était pour les objectifs de l'expérimentation. Donc il y a eu un certain nombre de parties prenantes sur cette expérimentation donc, qui ont déjà été présentées. Je vais faire un tout petit zoom peut-être sur les structures donc, pilotes et puis les structures du groupe témoin. Donc, avec un premier groupe expérimental donc, de cette structure, pour chaque structure, 2 animateurs ont été formés donc, en décembre 2022 et chaque structure a pu animer 2 sessions d'intervention collective, donc 2 par structure. Ces interventions collectives étant supervisées donc, par Tania Lecomte et Marc Orbia. Au total, donc, c'est 90 personnes qui ont bénéficié donc, de ces interventions collectives inspirées des TCC au niveau du groupe expérimental. En parallèle, à des fins d'évaluation quantitative, donc pour mesurer les différences qu'on pouvait observer de par la mise en œuvre des interventions collectives. Donc, il y a eu 7 structures qui ont été donc, sélectionnées dans le groupe témoin. Donc, on a comparé les résultats au fur et à mesure. Et puis, les animateurs du groupe témoin ont été formés, mais après l'évaluation, après la mesure des résultats, à savoir en mai 2024, de manière à ce qu'elles puissent dans un second temps, sans obligation, animer elles-mêmes leur propre session d'intervention collective, sachant que le groupe expérimental et le groupe témoin ont participé à l'évaluation. On en reparlera plus en détail tout à l'heure avec Bernard et Manon. On ne va pas citer l'ensemble des 14 structures, mais en tout cas, vous les voyez affichées sur cette diapo. C'était juste vraiment aujourd'hui pour les remercier de leur implication très active, que ce soit les directions, les personnes et les animateurs qui ont participé au comité de pilotage, que ce soit l'ensemble des professionnels et des personnes qui ont participé aux différents ateliers, et puis à l'évaluation également, qui était une évaluation je dirais, assez structurée, assez prenante, hein. Donc, merci vraiment pour l'application de toutes et tous à cette expérimentation. Donc, si vous nous écoutez, encore une fois, un grand merci à vous. La méthodologie du projet en une minute. On a commencé, comme le disait tout à l'heure François, à associer l'ensemble des parties prenantes à l'expérimentation avec des ateliers de co-construction. Donc, on n'a pas travaillé proprement sur la méthode des interventions collectives parce qu'elles étaient déjà forgées et déjà utilisées au Canada et c'est ce qu'on voulait tester en France. Mais on a associé les personnes dans la définition du protocole d'évaluation et dans les outils de communication. Leur objectif des outils de communication étant de pouvoir mobiliser un maximum de personnes pour venir participer à ces ateliers. Et donc, quoi de mieux que d'interroger les personnes directement concernées pour co-construire avec elles ces outils. Donc à fin 2022, il y a eu cette formation des professionnels du groupe expérimental. Et donc, il y a eu au total donc, 2 sessions de 8 ateliers qui ont été menés donc, sur chacun des dispositifs. Je vous laisse faire la multiplication, mais ça fait un certain nombre d'ateliers qui ont été réalisés durant ce début d'année 2023, donc ateliers supervisés par Tania Lecomte et Marc Corbière. En parallèle de ces temps d'intervention, donc il y a eu des remontées de données quantitatives qui ont été réalisées sur différents temps, et puis des visites de structures qui ont permis d'aller vraiment dialoguer avec les personnes et les professionnels et les directions lors de ces rencontres. On arrive maintenant en 2024 avec donc des ateliers de co-construction qui ont été réalisés donc là aussi avec les personnes accompagnées et les professionnels
professionnels pour pouvoir produire ce guide d'essaimage qui vous sera transmis après ce webinaire. Et puis, il y a une formation du groupe témoin pour leur permettre de réaliser à leur tour ces interventions collectives et puis aussi pour les remercier d'avoir bien voulu participer enfin, à l'évaluation de ce projet. On arrive en 2025 avec ce webinaire qui nous rassemble aujourd'hui. Et puis, à l'issue de ce webinaire, donc, seront diffusés les livrables du projet, à savoir le rapport d'évaluation, le guide de sémage, les films de présentation. Vous verrez, il y a deux films. Il y a un film un peu teaser de 2 minutes, un autre film qui est un peu plus long de 15 minutes. Et puis, à venir des articles scientifiques pour pouvoir diffuser au mieux cette pratique, puisqu'on en a pu en démontrer la preuve de l'utilité, hein, sans faire comment dire, sans trop spoiler la suite. En tout cas, vous dire que les résultats sont plutôt positifs. Donc, je vais à présent donc laisser la parole à Tania Lecomte et à Marc Corbière pour nous parler donc plus concrètement des interventions inspirées des TCC de. Merci, merci. Ben, d'abord, bonjour à tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici. Puis je voudrais vous présenter brièvement un peu c'est quoi le modèle de base quand on parle des thérapies cognitivo ou cognitives comportementales. Essentiellement, le modèle, c'est d'aider les personnes à réaliser que souvent les enjeux sont pas tant liés à la situation, mais plutôt à leur interprétation, leur perception, leur pensée, croyance en lien avec cette situation-là. Et donc, leur pensée va emmener certaines conséquences émotionnelles ou des comportements en découlant. L'exemple que je pourrais vous donner, c'est, admettons que vous arrivez en contexte à votre travail et votre supérieur immédiat vous regarde peu, vous sourit pas et a l'air de vraiment mauvaise humeur. Si votre pensée, c'est mon supérieur me déteste, il veut me licencier, la conséquence va faire que vous avez peut-être une très grande inquiétude, vous vous sentez vraiment mal à l'aise et ben, vous allez vouloir quitter votre emploi. Vous dites, ben, tant qu'à être licencié, je suis une partie par moi-même. Et ça fait en sorte que peut-être le lendemain, ben, vous n'allez pas vouloir retourner au travail. Mais pour la même situation, si votre pensée, c'est, ah, ben, peut-être que mon supérieur immédiat vit quelque chose, c'est peut-être pas en rapport avec moi, j'allais vérifier qu'est-ce qui se passe. À ce moment-là, ben, les conséquences vont être différentes et je risque pas de perdre mon emploi. L'idée ici, c'est d'emmener les personnes non seulement à réaliser que leurs pensées influencent beaucoup leurs émotions, leurs comportements, mais de trouver des stratégies pour aller les vérifier. En anglais, on appelle ça les 3 C's, catch it, check it, change it. C'est-à-dire, je vais repérer ma pensée, je vais essayer de la revoir pour vérifier est-ce que c'est vraiment la seule façon de voir les choses ou il y aurait des pensées alternatives et je vais remplacer la pensée par une autre pensée une fois que je vais avoir vérifié les faits pour voir est-ce que c'est vraiment ça qui se passe. Je peux changer la diapo. Donc, à quoi ça sert justement d'utiliser une approche TCC dans un contexte de réinsertion socioprofessionnelle? Mais c'est pas juste de travailler sur les symptômes ou les pensées, ça peut vraiment aider à mieux comprendre ses besoins. Ça peut aussi aider à travailler justement sur comment exprimer. Donc, dans l'atelier, on va travailler sur on fait des jeux de rôle, des mises en situation, qui fait que les personnes apprennent à nommer, disons, leurs stresseurs, leurs difficultés, leurs besoins d'accommodement. Ça aide aussi à renforcer l'estime de soi, hein, parce qu'on travaille aussi sur les forces de la personne, pas simplement sur ses difficultés, sur ses appréhensions. Et puis, ben, ça va aider la personne à, de manière générale, avoir un meilleur bien-être, avoir plus confiance en soi, mieux se connaître et être capable de mieux faire face à des stresseurs, à des obstacles et à peut-être des changements là, dans un contexte de travail. La prochaine. Je laisse la parole à Marc. Marc? Alors, je prends le relais. 2 secondes. Alors, en fait, pour le format, on propose 2 animateurs pour animer en fait ces ateliers. Il est recommandé donc d'avoir 2 intervenants qui animent cet atelier, idéalement un homme et une femme pour avoir un équilibre genré, avec des styles d'animation complémentaires. Entre 4 et 10 participants par atelier, on choisit toujours un nombre un peu plus élevé de 10 participants, car autour d'1 ou 2 personnes se désisteront avant même de commencer l'atelier.
Je dirais que mon chiffre magique, en tout cas d'avoir expérimenté cela, c'est 5 personnes pour permettre en fait des échanges avec les participants sans trop de presse et puis pour avoir en fait des échanges un peu plus riches, un peu plus approfondis. En bref, on vise entre 4 et 8 participants. C'est grosso modo, plus de 8 participants, c'est plus difficile à gérer en fait en termes de dynamique de groupe. On a 8 ateliers thématiques ou 8 sessions thématiques. Donc, je vais revenir dans quelques instants là-dessus sur le contenu de ces sessions thématiques. On essaie aussi de mettre en place des sessions de maximum de 90 minutes pour que ce ne soit pas trop long pour les participants et une fois par semaine pour que ce ne soit pas trop intense aussi pour ces personnes, sachant que certaines d'elles ou certaines personnes pourront travailler à ce moment-là. Euh, pour ce qui est en fait du temps informel organisé avant ou après chaque atelier, avec ou sans les animateurs, je préciserai, c'est de permettre un moment de socialisation en fait à ces participants, notamment pour les personnes qui sont restées isolées pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, on comprend que c'est important de préserver ces moments-là. Il y a aussi un guide du participant. Nous proposons un guide simple, accessible pour tous, incluant des exercices entre les sessions pour renforcer les apprentissages. On peut passer à la prochaine diapo. Alors, comme vous pouvez le voir, on a 8 sessions thématiques. La première porte sur le stress. Et ce qu'on essaie en fait à l'intérieur de cette première session, c'est de reconnaître le stress, ses effets sur le corps, les pensées, les émotions. Donc, apprendre à bien reconnaître ce stress chez nous. De partager des stratégies aussi pour gérer le stress au travail avec les autres participants du groupe. Donc, ça va permettre des échanges aussi. Et c'est pas innocent, même si on propose en fait gérer le stress au travail comme première session, parce que les personnes aussi vivent du stress pour participer à ce groupe-là. Donc, c'est une belle occasion en fait d'aborder le sujet. On a pour les 2 et 3 sessions qui suivent, c'est de reconnaître et modifier mes pensées vis-à-vis du travail. C'est d'apprendre les notions fondamentales de la TCC, comme l'a mentionné Tania. C'est comprendre des croyances négatives ou dysfonctionnelles sur les émotions et comportements au travail. Obtenir des faits et trouver des pensées alternatives. Donc, toujours, on sollicite le groupe justement pour partager en fait des stratégies et des perceptions qui peuvent être différentes d'un individu à un autre. Ce qui va amener en fait les autres à se questionner sur leur propre perception. On a comme 4e session surmonter les obstacles liés à ma réinsertion socio-professionnelle. Ben, c'est d'identifier les obstacles que les personnes peuvent vivre dans leur processus de réinsertion au travail et dans leur maintien en emploi. On a développé d'ailleurs dans notre équipe un outil qui s'appelle WAT, Obstacles à l'insertion au travail et sentiment d'efficacité pour les surmonter. Et à partir duquel on liste en fait les obstacles potentiels à la réinsertion au travail et on en discute avec les participants pour savoir quelle stratégie ils pourraient mettre en place ou quels moyens ils pourraient mettre en place pour surmonter ces obstacles avec les autres participants du groupe. Mes forces et compétences liées au travail, ben, c'est de reconnaître ses forces et compétences personnelles toujours avec l'aide des membres du groupe. C'est aussi comprendre l'impact d'attributions personnelles négatives sur soi. La 6e session, c'est d'accepter les critiques et affirmations positives de soi au travail. Donc, à ce moment-là, on utilise les techniques TCC apprises juste dans une session précédente pour gérer la critique. Par exemple, gestion du stress, modèle de la TCC qu'a présenté Tania, vérifier les faits, ne pas sauter aux conclusions, reconnaître ses forces et mettre en place des jeux de rôle pour pratiquer une affirmation de soi adéquate. Je vous dirais que beaucoup de participants aiment cette activité parce qu'ils mettent en action, en quelque sorte, comment gérer en fait ces critiques et donc c'est très apprécié par les participants. En 7e session, nous proposons de reconnaître l'impact du stigmate social. On aborde bien sûr la divulgation du trouble mental
en milieu de travail ou la révélation du trouble mental en milieu de travail. Donc, c'est comprendre les avantages et inconvénients de la divulgation du trouble mental ou du trouble psychique au travail. Avec donc avantage, c'est de pouvoir acquérir certains aménagements de travail, et inconvénient, on comprend, peut devenir l'objet de stigmates sociaux lorsqu'on révèle son trouble psychique ou sa condition de santé en milieu de travail. Donc on aborde en fait tous ces sujets pour prendre une décision éclairée quant à la révélation de sa condition de santé en milieu de travail. Enfin, on termine par mettre en place ses meilleures stratégies pour faciliter sa réinsertion au travail. Donc, c'est un retour sur les stratégies d'adaptation ou de gestion qui fonctionnent le mieux pour chaque personne selon le stress, les symptômes que les personnes peuvent vivre, l'humeur ou les croyances vis-à-vis du travail. Et on fait aussi, dans le cadre de cette session, une révision du module d'intervention, ce qui a été apprécié, appris, but à rencontrer dans le futur. On propose enfin parfois ce qu'on appelle boosting session, c'est-à-dire qu'on propose aux participants de se rencontrer une autre fois, 15 jours après ou un mois après, pour discuter de certains éléments qu'ils auraient pu vivre, rencontrer, et pour justement en parler en groupe et trouver des solutions, encore une fois, pour se maintenir en emploi de façon durable et en santé. Merci. Merci beaucoup, Tania. Merci beaucoup, Marc. Vous aurez peut-être des questions à poser, hein, à Marc, à Tania, ainsi qu'à nos autres intervenants qui vont se succéder ensuite. Il y a le petit bouton Q&A, là, questions et réponses. Donc, si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez le faire aussi à travers ce petit bouton. Et donc, donc, les intervenants pourront répondre au fur et à mesure directement en saisissant leurs réponses dans le questions et réponses. Et puis à la fin, on gardera quand même 5 ou 10 minutes pour peut-être vous donner, répondre plus précisément à l'oral aux questions pour lesquelles on ne vous aura pas donné de réponse directement par écrit. Avant d'aller plus loin avec des témoignages, hein, sur ces ateliers, Marc et Tania nous ont bien brossé un beau portrait de ce que sont ces interventions. On voulait vous présenter une petite vidéo pour vous donner un petit peu l'humeur. Donc c'est une vidéo teasing, hein, qui a été produite par l'association Signes de Sens. Donc on voulait remercier aussi donc Félicien Binot et Valentine Cadu pour avoir produit ces deux vidéos de très bonne facture, en tout cas ce qu'on trouve. Donc on espère qu'elles vont vous plaire également. Donc on va vous partager, ça dure environ 2 minutes, et puis ensuite on donnera la parole à des participantes, participants et animateurs. À l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives, on travaille depuis 2017 sur l'évaluation et l'amélioration de l'emploi accompagné et de constater que les actions collectives étaient très peu développées. À l'inverse, en Amérique du Nord, se pratiquent des ateliers, donc d'inspirer des thérapies comportementales et cognitives qui permettent d'améliorer l'emploi accompagné. On parle donc d'emploi accompagné augmenté. Qu'est-ce que ça veut dire TCC et en quoi ça pourrait vous être utile? Les TCC, en fait, ça vient de thérapie cognitive comportementale. C'est inspiré d'un modèle, d'une philosophie qui vient de la psychothérapie. Parfois, ce qui crée du stress ou crée du mal-être en contexte de travail, ce n'est pas nécessairement le contexte, mais la perception de ce qui se passe. Et c'est cela qu'on travaille ensemble. Les ateliers inspirés des TCC peuvent être proposés aux personnes qui sont dans un dispositif d'emploi accompagné. Ils sont particulièrement adaptés aux personnes souffrant de troubles psychiques tels que l'anxiété et la dépression. L'intérêt du groupe, c'est que chacun va pouvoir apporter sa vision des choses. En se disant, en fait, on n'est pas tout seul. Et ça aide beaucoup. Ça peut aider une personne, notamment sur la confiance en soi, sur comment expliquer à l'employeur ce qu'on a. Les autres sont comme moi, et ensemble, on peut trouver une solution. Découvrez la vidéo complète sur la chaîne YouTube de l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives. Donc voilà, c'était un petit teaser, hein, donc de 2 minutes. Il y a une version complète, hein, qui est disponible. On vous donnera le lien tout à l'heure, avec 15 minutes où vous pourrez voir beaucoup plus d'interventions, avoir des explications un petit peu approfondies. On voulait donc donner la parole aux parties prenantes lors de ce webinaire. Donc nous allons nous diriger
du côté du 44 avec une intervention donc de Thomas Bustos, Marie-Laure Langouette et Sébastien Dugas. Mesdames, Messieurs, c'est à vous. Bonjour. Donc, pour commencer, c'est vrai qu'on a fait donc deux groupes. Thomas était présent sur le premier groupe qu'on avait animé avec Sébastien, puisque Sébastien et moi, on a été formés en décembre 2022. Et du coup, Thomas, peut-être tu peux dire ce que tu en as retenu un petit peu, ce que tu as aimé sur ce groupe. Ouais, il y a eu un atelier, bon, on était 6 dans un espace assez cocooning, on va dire. Enfin, un bel espace. C'était en haut d'un bar, c'est une salle qu'on a prise. Et après, moi, un exemple que j'ai eu, c'est je suis dans l'association et dans les programmes, on a dit qu'il fallait parler à nos collègues d'une situation. Et j'ai parlé de ça à des collègues et ça m'a rassuré, ça m'a aidé à changer, comme il dit dans la vidéo, à changer ma perception sur ma vision que j'avais de moi-même dans l'association, en fait. Et ça a fait beaucoup de bien, en fait. C'est un exemple positif que j'ai eu de la TCC. Et après, Et c'est vrai qu'on a eu à cœur, je rebondis sur ce que tu dis, Thomas, on a eu à cœur dès le départ de faire nos deux groupes, que ce soit celui de Nantes, pour celles et ceux qui connaissent notre géographie, et de Saint-Nazaire, dans des lieux extérieurs à l'institution, parce que dans nos méthodes, on pratique la désinstitutionnalisation, et pour nous, d'aller vers l'extérieur, c'était quelque chose d'important. Et on trouvait ça vraiment de très complémentaire à la formation qu'on a eu la joie de suivre avec Marc et Tania grâce à l'ANSA aussi. Et donc, on a des partenariats, ben oui, ça arrive dans des lieux publics, notamment des cafés, plutôt cocoon, justement, pas les cafés de soirée, hein, c'est plutôt les cafés de journée. Et donc, ils nous ont mis à disposition une salle à l'étage, et ce qui permettait de faire le temps de convivialité, ce qui est un moment aussi important pour nous, après l'heure ou l'heure et demie d'atelier. On pouvait tous redescendre au café et prendre une consommation qui était offerte par notre dispositif. Donc, c'était un moment très chouette où on laissait un petit peu tout ressortir. Et moi, je rejoins complètement ce qui s'est dit sur la notion de groupe. C'était quelque chose d'hyper important. C'est vrai que l'emploi accompagné, on n'a pas vraiment développé ça en 2017 quand ça s'est créé parce qu'on était vraiment sur de l'accompagnement individualisé sur mesure. Mais on n'a jamais eu d'empêchement de réaliser des activités en groupe. Et nous, ici, on est convaincus des vertus que ça apporte. Et Thomas, le premier exemple que tu donnes, c'était ça. C'était justement de voir que, comme on le voyait dans la vidéo, on n'est pas seul. Il y a du monde qui souffre de choses plus ou moins identiques. Et puis, comment on peut ensemble réussir à faire ce pas de côté? Parce que c'est bien ce dont il s'agit, en fait. On a des croyances sur la question de l'emploi et du travail par rapport à des interactions sociales beaucoup. Comment est-ce que je peux prendre du recul par rapport à ce que j'entends, par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que je juge, et puis faire un pas de côté par rapport à cette croyance. Et on a vraiment fait ça. Et les jeux de rôle, parce qu'on a fait aussi des jeux de rôle dans les ateliers, c'était proposé, je crois que c'est toi qui l'as dit, Marc. Ça, c'était hyper intéressant. On a vraiment bien profité de ce temps-là. C'était un petit peu, comment dirais-je, impressionnant de faire ce jeu de rôle. Mais comme on était sur la 7e ou 8e séance, enfin 6e ou 7e séance, le groupe se connaissait déjà bien. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Tout comme la séance sur les qualités, celle-ci, elle marche vraiment hyper bien. On se fait du bien, on est en groupe, on se connaît, 6e atelier. On apporte vraiment du bien-être collectif. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, on Thomas, se par rapport. valorise et il y a aussi, on parle chacun de nos expériences de travail aussi. Et c'est important de comprendre les freins des autres. Et en fait aussi, on s'identifie parce on peut avoir vécu les mêmes situations. Et donc, on se sent moins seul aussi avec ces partages d'expériences ou de qualité. Et par rapport à l'organisation en elle-même, on avait, je sais plus, toi, qui est-ce qui t'avait parlé de ce groupe? Les emplois accompagnés. Ouais. C'était Job Coach, hein. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que là, Sébastien et moi, c'est nous qui animions les groupes, mais on n'était pas forcément les job coach de toutes les personnes qui étaient dans le groupe. Et du coup, on avait sollicité nos collègues en leur expliquant finalement ce que c'était. Ils étaient tous partie prenante et tous motivés pour cette expérience-là. Et donc, c'est vrai qu'on avait sollicité nos collègues pour pouvoir en parler à des personnes qui pouvaient avoir un vrai intérêt à bénéficier de cette expérimentation-là et de ces groupes. Et puis, je trouve qu'en termes
d'accompagnement, Marc, je me souviens d'une chose que tu avais dite, c'est vrai que même si ce n'est pas un rendez-vous d'accompagnement dans le cadre du projet de la personne, bah, il y a quand même une forme de soutien de la personne, on la voit régulièrement, une fois par semaine. Pour moi, je trouve que ça s'intègre vraiment bien aussi à un processus d'accompagnement. Ce qui était dans le groupe restait dans le groupe. Ça, c'était quelque chose d'important. Mais s'il y avait des choses que les personnes souhaitaient partager avec leur job coach et qui s'étaient passées dans le groupe, ça leur appartenait et c'était tout à fait une possibilité que… Enfin, je ne sais pas si tu as eu l'occasion, toi, Thomas, d'échanger avec tes job coach sur ce qui se passait pendant les séances ou certaines séances. Un peu. Ouais, Et il y a aussi, comme tu dis, après ça, ça nous a manqué. En fait, les gens, ils se disaient, bah, moi, je suis trop content de voir d'autres gens chaque semaine. Et à la fin, on s'est dit, bah, on a envie de continuer, quoi, en fait, le processus parce que on est content de se rencontrer. Enfin, c'est vraiment un super moment à passer ensemble aussi. Et c'est vrai qu'ils avaient envie d'aller plus loin. Alors, on avait refait une séance, Ouais. comme vous disiez tout à l'heure, une séance après coup, qui était finalement plus conviviale que pratico-pratique. Pourtant, il y avait aussi un souhait d'aller encore plus loin, mais on n'a pas forcément pu le faire. Puis là, Ouais, c'est faut que vrai qu'on… ça se finisse à un moment. Ouais. C'est ça, là, on s'est basé sur l'outil, le livret que les personnes ont, qui est le guide. C'est aussi notre guide. En fait, on est sur la même base. Et ça, c'est intéressant aussi. On, on s'approprie l'outil tous ensemble. Finalement, le groupe et nous, on n'est pas forcément une place on fait partie du groupe, en fait. Et ça, c'était quelque chose auquel on tenait, de ne pas avoir une place de formateur. Mais voilà, on était vraiment avec le groupe. En tout cas, on a essayé. Oui. Bah, sur les temps de convivialité, oui, là, c'est vrai qu'on y était. C'était, enfin, après, vous pouviez rester, évidemment. La particularité sur Saint-Nazaire, c'est que le temps de convivialité s'est fait au début des ateliers, pas à la fin, comme c'était le cas à Nantes. Parce que ça s'est fait un peu comme ça, naturellement. C'était aussi, on se laissait un petit peu porter par le groupe. Et puis, c'était un moment d'accueil. Chacun arrivait avec ses émotions, avec ce qu'il avait sur le moment. Et puis, prenait le temps de s'installer. On se donnait une petite demi-heure pour s'installer. Et après, on enchaînait sur l'atelier. On avait un petit peu de musique. On n'était pas dans un café, mais c'était une salle allouée par la mairie, on va dire. Et c'était, voilà, ça, on a mis une petite ambiance quand même pour que ce soit agréable. Et ça, je trouve que ça apporte quelque chose, de ce Ouais, côté-là. complètement. Donc, merci beaucoup pour ce premier témoignage. Peut-être une dernière question qui vous est adressée plus particulièrement, c'est en termes d'organisation, est-ce que vous a pris beaucoup de temps? Comment vous avez fait pour mobiliser les personnes? Voilà, peut-être nous donner un petit peu les coulisses, on va dire, des ateliers. En fait, on a travaillé avec nos collègues donc justement pour voir un petit peu qui étaient les personnes qui pouvaient correspondre à ces groupes-là. Et puis aussi définir les horaires sur lesquels on allait le faire. Donc le lieu, c'est un point important. Mais c'est vrai que les horaires entre ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas. Le lieu, c'était aussi est-ce qu'on le faisait en centre-ville? Est-ce qu'on le faisait un seul endroit pour tout le département? Enfin, il y avait des questions qui se sont posées. Il a fallu que là qu'on réfléchisse à ce qui était le plus cohérent. Et puis effectivement, alors je ne sais pas en temps, ça n'a pas été énorme, hein, ça ne nous a pas pris quand même trop de temps. Et on avait fait un petit flyer aussi pour pouvoir communiquer auprès des personnes sur enfin, pour aider aussi nos collègues finalement qui n'avaient pas ce guide, qui n'avaient pas eu la formation, donc pour communiquer auprès des personnes. Une séance avant aussi. Ouais. C'est ça. Bah oui, tu n'avais pas pu Moi, venir j'ai pas cette pu, ouais. là mais on avait fait une séance, une première rencontre en fait, pour présenter un peu plus précisément ce qu'on allait faire, ce qu'on proposait. Et je crois que quasiment toutes les personnes qui étaient présentes à celle-ci ont pu participer après. Mais c'est vrai, comme on disait tout à l'heure, on avait dû inviter une dizaine de personnes et au final, on a eu 7 personnes et il y en a une qui n'a pas pu faire l'ensemble parce qu'après, elle avait un emploi. Donc, on était 6 vraiment jusqu'à la fin. En termes de préparation, Sébastien et moi, on se calait un tout petit peu, mais vraiment pas tant que ça finalement avant chaque séance, juste de timer un petit peu ce qui est sur le guide, histoire de ne pas dépasser le temps, parce que sinon on peut vite se laisser embarquer. Donc voilà, on essayait de timer un petit peu, de se recaler, se dire ah bah oui, c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Voilà. Mais le guide est un outil tellement complet et c'est vraiment une bonne base avec la formation qu'on avait eue également. oui. Franchement, ça ne nous a pas pris. Ouais, la chouette formation qu'on a eue, là, moi je salue encore le travail de Marc et Tania évidemment. Et puis pour rebondir sur le guide, je ne l'ouvre pas parce qu'il y a des copyrights, mais je ne l'ouvre pas. Mais en fait, chaque séance est très structurée et on était vraiment invités par nos formateurs à respecter le cadre pédagogique enfin, le cadre théorique du livret, de manière à ce qu'on ne parte pas dans des trucs qui sont un petit peu hors sujet.
et pour que l'expérimentation soit la plus valable possible, j'ai envie de dire. Donc, on se tenait vraiment à ça. Mais le plus difficile, c'est vrai que c'était quand même de tenir l'heure et demie. Mais l'heure et demie, ça allait. L'heure et demie, ça allait. Donc, ça n'a pas pris trop de temps, surtout que notre équipe de Job Coach a vraiment joué le jeu de tout de suite. Ils ont été hyper intéressés par le sujet. Ils se sont dit, mais oui, on va proposer à telle personne, et ça s'est fait de manière très fluide, quoi. Ouais. Super. Ben, merci beaucoup à tous les trois pour votre témoignage. Je crois qu'on arrive à bien se représenter aujourd'hui, hein, ce que sont les ateliers, les différents ateliers de l'intervention collective. On va maintenant vous parler de ce que ces ateliers apportent à travers un retour sur les résultats de l'évaluation. Donc le protocole d'évaluation de l'expérimentation, on a commencé par faire 2 ateliers collectifs avec des référents et des personnes accompagnées. Donc parmi les dispositifs emploi accompagné qui avaient été sélectionnés pour faire partie du groupe expérimental, donc qui allait être formé à la TCC. Et on a fait ces ateliers collectifs pour co-construire avec eux les hypothèses d'impact des ateliers avant le lancement de l'expérimentation. Puis ensuite, on a donc lancé le protocole d'évaluation qui avait une double méthodologie, une méthodologie quantitative et une méthodologie qualitative. Donc sur le quanti, on a fait 4 remontées de données. Donc on a remonté des données quantitatives, il y a des questionnaires et des tableaux de suivi auprès des personnes, mais aussi des référents de l'emploi accompagné, qui nous a permis de mesurer l'évolution des situations des personnes avant l'expérimentation des ateliers, des interventions collectives, à l'issue, juste après ces interventions collectives, donc ça faisait à peu près 3 mois, voilà, donc un trimestre après, donc on est à T+3, puis on l'a refait à T+6, donc encore 3 mois après, et après on a fait une dernière remontée à T+12, donc c'est-à-dire 1 an après le lancement de l'expérimentation. On a combiné du coup ces remontées de données avec des visites des 6 plateformes des plateformes du groupe expérimental, pendant lesquelles on a pu faire des entretiens individuels avec des participants, des entretiens individuels ou collectifs avec l'un ou les 2 animateurs des ateliers, des entretiens avec la direction de la plateforme aussi pour voir comment cette intervention collective s'intégrer dans le dispositif de l'emploi accompagné qui, par essence, est plutôt un dispositif d'accompagnement individuel. Et puis, on a organisé des focus group avec un échantillon de participants qui pouvaient du coup appartenir à la même session d'atelier ou pas. Donc, certains se connaissaient et certains ne se connaissaient pas. Et ces focus group nous ont permis à la fois de nourrir l'évaluation, mais de nourrir aussi l'essaimage en essayant de comprendre leur retour en fait sur l'organisation, le contenu des ateliers. Voilà. Et on parlera de l'essaimage dans une 3e partie. Avec toutes ces informations qu'on a réussi à remonter sur 1 an, on a fait une analyse quantitative comparative. Donc, avec un échantillon des personnes du groupe expérimental et puis un échantillon du groupe témoin qui ont du coup participé aux mêmes remontées quantitatives, donc qui ont répondu aux mêmes questionnaires participants et qui ont rempli les mêmes tableaux de suivi. On a pu comparer en fait l'évolution des situations des personnes vis-à-vis de l'emploi, mais aussi leur situation vis-à-vis du bien-être ou sur d'autres aspects de la vie des personnes. Et puis, on a fait une analyse thématique des matériaux qualitatifs, une analyse thématique qu'on a fait à 3 regards avec l'ENSA, l'équipe de Marc et Tania, et puis Bernard Pachou, qui est du coup à la tête de ce protocole d'évaluation. Et tout ça est retranscrit dans un rapport d'évaluation qui vous sera partagé ce soir ou demain. Voilà, un rapport d'évaluation qui a été coécrit et co-construit avec Bernard Pachou, qui prendra la parole dans peu de temps. Du coup, donc, je vais vous présenter les quelques résultats de l'évaluation quantitative. Donc, le premier thème qu'on a voulu mesurer, bien sûr, c'est l'impact sur l'accès et le maintien en emploi. Donc, sur l'échantillon expérimental et l'échantillon témoin, il y avait des personnes qui étaient déjà en emploi au lancement de l'expérimentation et puis des personnes qui étaient sans emploi au lancement de l'expérimentation. Et on a voulu voir
combien d'entre elles, enfin, quel était le pourcentage de ces personnes qui étaient en emploi après les ateliers ou à l'issue de 3 mois d'accompagnement individuel classique en emploi accompagné. Et puis, on devait mesurer ça aussi 6 mois après les ateliers. Et on a observé que du coup, on avait une probabilité presque doublée pour les participants aux ateliers par rapport aux participants de l'échantillon témoin. Donc, il y a une accélération dans l'accès à l'emploi pour les personnes sans emploi au moment de l'expérimentation des ateliers. Le côté collectif et puis les thèmes qui sont abordés facilitent la recherche et la mise en emploi des personnes accompagnées. Et puis pour les personnes en emploi, on voit aussi qu'il y a un plus fort taux de maintien en emploi à l'issue des ateliers. Voilà. Mais qui se stabilise ou en tout cas qui ne confirme pas la tendance 6 mois après les ateliers. Donc, on peut estimer que du coup, il y a une meilleure compréhension de soi. Et donc, parfois, on a des personnes qui nous ont remonté qualitativement que que ces interventions collectives pouvaient leur servir à mieux se connaître et à mieux évaluer leurs besoins en emploi et donc potentiellement à changer d'emploi ou à re-questionner leur plan professionnel. Voilà. On a un deuxième aspect qu'on a voulu mesurer de façon quantitative, c'est l'estime de soi. Donc, pour réaliser cette évaluation quantitative, à l'intérieur du questionnaire qui était transmis aux participants, de l'échantillon expérimental et de l'échantillon témoin, il y avait un questionnaire estime de soi en tant que travailleur qui se présente sous forme de 10 énoncés et qui permet, selon les réponses des personnes, de mesurer leur estime de soi en lien direct avec le travail. Donc, c'est vraiment, voilà, toutes les énoncés sont bien en lien avec l'emploi. Et ça donne un score. Et en fait, en comparant donc les résultats obtenus au sein de l'échantillon expérimental et au sein de l'échantillon témoin, on s'aperçoit qu'on a 54% des personnes de l'échantillon expérimental qui ont une meilleure estime d'eux-mêmes dans l'emploi ou vis-à-vis de l'emploi après les ateliers pour 39% de l'échantillon témoin. Donc, on voit bien qu'il y a une augmentation de l'estime de soi grâce aux ateliers collectifs, mais on voit aussi que l'accompagnement individuel qui est prodigué par les job coachs dans l'emploi accompagné améliore l'estime de soi, parce qu'on a quand même une augmentation chez 39% au sein du groupe témoin. Donc, voilà. Et on a donc cette tendance qui se confirme 6 mois après les ateliers, avec 68% des personnes de l'échantillon expérimental qui voient leur estime de soi s'améliorer et 42% de l'échantillon témoin. Donc, on voit qu'il y a une augmentation en fait plus forte grâce aux ateliers, une augmentation qui préexiste grâce à l'accompagnement individuel dans les dispositifs emploi accompagné. Le dernier aspect qu'on a voulu mesurer, c'est la diminution des symptômes anxieux et dépressifs. Donc, pour cet aspect-là, on s'est basé également donc, sur 2 questionnaires qui préexistaient. Un questionnaire qui mesure les symptômes dépressifs des personnes et un questionnaire qui mesure les symptômes anxieux. Donc, qui, pareil, donne l'accès à un score. Et donc là, le rétablissement des personnes est mesuré si le score diminue. Et on voit que pour l'échantillon expérimental, on a une baisse entre avant les ateliers et après les ateliers plus importante qu'au sein du groupe témoin, enfin des personnes appartenant à l'échantillon témoin. Cependant, comme pour la slide précédente, on note aussi qu'il y a une diminution des symptômes dépressifs et anxieux chez les personnes qui sont simplement accompagnées de manière individuelle dans l'emploi accompagné. Donc, un double résultat positif pour cet aspect-là aussi. Donc, voilà, la conclusion est donc que les interventions collectives inspirées des TCC permettent aussi une meilleure connaissance de soi, développer des stratégies d'adaptation qui peuvent aider au rétablissement des personnes et en particulier à la diminution des symptômes anxieux et dépressifs. Et du coup, je vais laisser la parole à Bernard Pachou, professeur Bernard Pachou, qui va vous présenter les résultats de l'évaluation qualitative. Merci. Donc, les données qualitatives ont été recueillies par une enquête, des entretiens qu'on a menés. Donc, après la réalisation des ateliers, plusieurs mois après, d'une part auprès des personnes
accompagnés qui ont bénéficié de ces ateliers et auprès des accompagnants qui avaient participé, enfin qui avaient donné la formation, et aussi de certains accompagnants, certains job coachs qui sont dans les mêmes dispositifs mais qui n'avaient pas participé à la formation mais qui ont pu observer des effets sur les personnes qu'elles accompagnaient et qui ont bénéficié de la formation. Alors, on va distinguer les effets obtenus sur l'accès à l'emploi. Ensuite, on verra les effets sur le maintien dans l'emploi et puis des effets globaux sur le bien-être. Donc, d'abord, pour les effets sur l'accès à l'emploi. Alors, peut-être une remarque d'abord générale qui, en tout cas, moi, m'a surpris, c'est que dans ces échanges, lors de ces entretiens, en particulier avec les usagers, que ce soit en individuel, on a interviewé plusieurs par dispositif et puis on les a aussi interviewés en groupe dans des petites sessions qui s'appellent des focus group, avec des questions ouvertes où ils pouvaient faire part assez spontanément et librement de ce qu'ils estimaient être les bénéfices. Ce qui est vraiment ressorti de façon forte, c'est en effet l'intérêt du groupe. C'est vrai que l'emploi accompagné, c'est une pratique individualisée, où l'essentiel se joue dans ce lien fort entre la personne accompagnée et le conseiller en emploi, et que cet accompagnement individualisé, c'est un des ressorts d'efficacité parce qu'il permet l'alliance de travail, il permet un accompagnement très ajusté aux besoins de la personne, au moment où cette personne a ses besoins, etc. Donc ça, c'est très précieux, mais effectivement, peut-être j'allais dire, le prix à payer de cette individualisation, c'est que c'est très, bah, c'est les personnes se sentent un peu seules dans leur accompagnement. Elles croisent les autres dans le dispositif, mais elles se connaissent pas forcément bien. Et donc, c'est vrai qu'elles ont tous fait part du fait que l'intérêt de ces ateliers, ça avait été de créer une dynamique de groupe avec un sentiment d'abord de découvrir qu'ils n'étaient pas les seuls à rencontrer ces difficultés, qu'ils avaient en gros, et finalement, ils s'apercevaient qu'ils avaient à peu près les mêmes, et puis un sentiment de solidarité pour s'entraider à trouver des moyens de surmonter ces difficultés. Donc ça, c'est en effet un effet fort. Après, l'autre phénomène, mais vous allez le voir dans les principales thématiques qui sont ressorties, c'est qu'on sent que les différents, les différents aspects ou les différentes thématiques qui ont été abordées dans les 8 ateliers, eh bien, elles ont quand même porté des fruits parce que assez spontanément, les personnes interrogées ont évoqué des progrès dans ces dimensions qui avaient fait l'objet des 8 ateliers. Alors, je commence par les apports selon les accompagnants, les personnes accompagnées, pardon, selon les personnes accompagnées, concernant l'accès à l'emploi. Donc, ce qui ressort, c'est qu'en effet, les ateliers ont favorisé une remobilisation et une relance dans une dynamique positive, hein, pour chercher un emploi, pour s'engager activement dans cette démarche. Euh, pour les personnes qui étaient dans cette phase où ils peuvent effectivement douter d'eux-mêmes, ils ont fait remarquer que ces ateliers amélioraient la confiance en soi, hein. Euh, a été apprécié l'atelier qui portait sur la prise de conscience de ses compétences, hein, et donc ils ont beaucoup insisté sur effectivement le fait qu'ils avaient sous-estimé ces compétences et ne sachant pas les faire valoir. Et donc ces ateliers les ont aidés à mieux prendre conscience de leurs qualités et compétences. Ce qui est aussi ressorti, c'est un apport de ces ateliers pour préciser son projet. Là aussi, sans doute un peu dans les échanges avec les collègues pour s'apercevoir de ce qui peut-être leur conviendrait le mieux. La diminution de la peur du travail, hein, des anticipations négatives, là, tout le travail sur les représentations concernant cet emploi dont certains finalement ont eu peu d'expérience ou depuis longtemps, et bien au fond de prendre conscience de ces anticipations négatives et de savoir les prendre un peu de recul, c'est très aidant pour eux. Et enfin, la capacité à mieux gérer son stress, qui était l'objet de l'atelier 1. Donc ça, c'est vraiment ce qui est ressorti assez spontanément quand on a interrogé les personnes accompagnées sur ce qu'avaient apporté les ateliers, en tout cas pour celles qui étaient dans cette phase de recherche d'emploi. On a aussi donc interrogé
les accompagnants, les conseillers en emploi. Euh, alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas noté, mais qui est un point important. Ceux qui ont animé les entretiens, animé les ateliers, font remarquer que le fait d'avoir, enfin, l'accompagnement après avoir animé les ateliers a souvent amélioré le lien et la connaissance qu'ils avaient des personnes qu'ils accompagnaient. Euh, Peut-être notamment en favorisant le repérage de certaines difficultés qui avaient finalement pas été, que les personnes n'avaient pas su repérer et qu'elles ont pu mieux identifier et ensuite effectivement pouvoir se faire aider pour surmonter ces difficultés. Ce qui ressort là, les deux points, les deux thématiques qu'on a, qui se dégagent des échanges avec les accompagnants, donc c'est le fait qu'elles aient remarqué que les personnes qu'elles accompagnent amélioraient leur capacité à trouver des solutions, hein, pour lever ou surmonter des obstacles dans l'accès à l'emploi et aussi un progrès remarqué que ces personnes, que les conseillers ont remarqué chez les personnes qu'ils accompagnent, d'être plus à l'aise, hein, pour parler de leur handicap, pour faire part de leurs limites, mais aussi de leurs compétences, de leurs forces. Donc voilà pour les apports concernant l'accès à l'emploi. Alors deux citations on a évidemment enregistré et donc on a des verbatims assez précis, des remarques faites par les personnes qu'on a interrogées. L'une qui dit: l'atelier m'a permis de me remettre dans une bonne perspective, de sortir de la peur du travail, d'entrer dans une forme de rétablissement. Et une autre personne accompagnée déclare: on a travaillé sur des situations ciblées sur l'emploi, telles que gestion des appréhensions pour aller en emploi, gestion des émotions sur le lieu de travail. Il s'agissait de choses pratiques pour trouver un emploi ou se maintenir en emploi. Donc l'aspect très pratique et focalisé sur des points concrets des difficultés rencontrées dans cette démarche est un point important qui est bien repéré par les personnes. Ensuite, alors ça c'est ce qui ressort des personnes accompagnées interrogées concernant le maintien en emploi. Donc pour celles qui étaient déjà en emploi, qui ont pu bénéficier de ces ateliers en vue d'améliorer leur possibilité de poursuivre. Et donc qui étaient souvent euh, à des phases un peu délicates de leur parcours en emploi. Alors, elles ont fait remarquer une plus grande aisance, faculté à évoquer l'impact de leur handicap et à pouvoir en discuter avec l'employeur. Euh, Autre facteur dont parlent spontanément ces personnes, c'est l'amélioration de leur gestion des émotions, hein, et c'est en particulier précieux dans les interactions avec la hiérarchie, notamment dans le cadre du travail. Sinon, elles sont très impressionnées par les cadres, non seulement le N+1, mais l'employeur. Et quand elles sont en difficulté, elles perdent un peu leurs moyens. Donc ça, c'est le fait d'anticiper leurs émotions. Ça permet de mieux les gérer. Également, amélioration des liens avec les collègues de travail, meilleure gestion du stress, hein, et donc capacité de prendre du recul sur les situations qui sont perçues comme stressantes. Ça, c'était l'objet du premier atelier. Et enfin, euh, ces ateliers ont fourni de nouvelles clés pour faciliter l'aménagement des conditions de travail, et notamment par le biais de pouvoir parler de leurs difficultés, de ce qui pourrait les aider à mieux faire face à ces difficultés et aux tâches qui sont attendues d'elles. Donc, amélioration de leurs compétences sociales à négocier l'ajustement de leur activité. Et ce qui a été remarqué par les conseillers qui accompagnent ces personnes, après qu'elles aient bénéficié des ateliers, donc c'est une amélioration de leur capacité à gérer les situations inhabituelles, hein, qui se présentent au travail, euh, une amélioration de leur capacité à prendre la parole en collectif, hein, donc toujours cet aspect concernant la cognition sociale, de meilleur enfin, progrès dans leur capacité relationnelle. Et évidemment, quand on est en difficulté au travail, c'est très précieux de pouvoir
en discuter avec les collègues. Ce qu'on a qualifié de normalisation des difficultés, c'est tout simplement l'idée, soulignée par plusieurs personnes, de réaliser, grâce au groupe, que les difficultés qu'ils rencontrent, ils ne sont pas les seuls à les rencontrer, non seulement entre personnes en situation de handicap, mais finalement dans le monde du travail, tout le monde rencontre des difficultés et qu'elles ne sont pas nécessairement liées pour beaucoup à leur handicap. Et enfin, amélioration des interactions avec les collègues. Alors, diapo suivante, c'est deux citations de verbatim liées à ces entretiens avec les personnes en emploi. Je suis déjà en emploi et cela m'a permis de retrouver l'estime de soi, la confiance en soi et de mieux gérer les relations avec mes collègues. Et une autre personne, également en emploi, des classes, là, baisser la pression que je ressentais face à des gens importants. En fait, je me suis rendu compte que c'était des gens simples, c'était mes croyances qui étaient difficiles à gérer. Donc, vous voyez, le message euh, de la TCC, tel que qu'a rappelé Tania tout à l'heure, est bien passé. Enfin, diapo suivante. La diapo suivante, c'est sur les bénéfices. Euh, alors, cette fois, pas seulement concernant l'accès ou le maintien dans l'emploi, concernant la situation professionnelle, mais plus globalement sur la vie des personnes et sur leur bien-être. Déjà, on leur a demandé s'ils avaient globalement jugé favorable, utile, ces ateliers, et il ressort que, vous voyez, très majoritairement, ils estiment que ça a eu un impact très favorable ou au moins favorable sur leur bien-être quotidien. Il y avait 26 personnes interrogées, 17 ont estimé qu'il y avait un effet très favorable et 9 un effet favorable sur leur bien-être et leur capacité à s'adapter au travail ou à accéder à l'emploi. Plus en détail, donc les thématiques qui ressortent de ces entretiens concernant les apports plus globaux, hein, c'est amélioration de la capacité à analyser ses pensées et à gérer ses émotions. C'était vraiment l'objet même de cette approche inspirée des TCC. Donc, manifestement, il y a cet acquis qu'ils reconnaissent spontanément. Meilleure capacité à gérer son stress lors de situations potentiellement anxiogènes et meilleure connaissance de soi, notamment de ses qualités. Ça, ils ont beaucoup insisté sur l'intérêt de l'atelier qui est centré sur la prise de conscience de ses compétences et de ses qualités, hein, mais aussi prise de conscience de ses axes d'amélioration. Et alors, ces progrès ont eu des effets positifs, des effets indirects, hein, donc sur l'amélioration de la communication avec l'entourage, pas seulement dans le lieu de travail, mais également dans la vie quotidienne avec leurs proches et leur famille. Meilleure gestion des relations avec les personnes en situation sociale de supériorité, hein. Donc l'encadrant, l'accompagnant, y compris dans le champ de l'emploi, mais aussi avec l'équipe de soins et de médecins. Et enfin, amélioration de l'image de soi. De nouveau, des témoignages, enfin des verbatims, lorsqu'on a demandé quels étaient les bénéfices globaux qu'ils estimaient avoir obtenus à l'issue des 8 séances d'atelier. Donc, ça permet de mettre des mots sur les émotions, de mieux gérer les situations anxieuses et les crises de panique. Exemple, dans les transports, hein, se rendre compte qu'il n'y a pas de danger après avoir analysé nos émotions. Donc là, on voit que notamment cette gestion du stress, elle s'applique dans l'emploi, mais aussi dans des situations de la vie quotidienne. Les ateliers apportent une meilleure connaissance de soi, meilleure connaissance de son propre fonctionnement. Ce qui est en effet le focus est mis sur les représentations et donc sur l'activité cognitive du sujet. Donc, manifestement, ils reconnaissent qu'ils ont progressé dans cette prise de conscience de leurs croyances
certaines pouvant être trompeuses en quelque sorte. Donc on peut estimer que finalement les grands objectifs que Tania a évoqués au début, on sent que la majorité ont été manifestement, sinon atteints, en tout cas, il y a des progrès nets dans ces dimensions. Voilà, merci. Merci beaucoup, Bernard. Euh, Tout de suite, je donne la parole à Lilian et Claire et Juliane qui vont nous parler de l'impact des ateliers de soutien à l'emploi pour les participants. Donc, je me présente, moi je m'appelle Lilian Bossois, je suis suivi par le dispositif Job Coach. J'ai pu participer aux ateliers TTC l'année dernière. Donc, dans ces différents ateliers, j'ai pu acquérir des différentes méthodologies, je dirais des méthodologies substantielles comme des stratégies d'adaptation. Et je pourrais vous donner des exemples, par exemple, concrets durant les briefings que j'avais de mon précédent emploi, j'étais vendeur Biocop dans un magasin de bio. Avec mon responsable, j'ai pu voir, par exemple, mon responsable qui me faisait des remarques, mais des remarques pour me démarquer du travail, pour me motiver ou pour justement me dire que ça allait moins, ça va pas toujours forcément toujours bien. Donc, ce que j'ai pu mettre en place durant ces obstacles, c'est la gestion des émotions dans les interactions. Je dirais aussi, et au travers des différentes thématiques, essayer d'implémenter les stratégies TTC. Donc, je dirais que au travers des différentes thématiques, moi, ce qui m'a surtout marqué, c'était comment la confiance en moi. Ça a boosté ma confiance. Ça, c'est le grand mot, je pense, pour beaucoup de participants. Je pense que ça a été ressorti dans les différents témoignages. Je l'ai vu auparavant dans les différentes vidéos. C'est la confiance en soi des participants. Parce que on a des différents problèmes, que ce soit professionnels ou personnels. Et au travers des différentes ateliers, ça permet d'avoir une dynamique, de retrouver une confiance en soi et d'avoir des différentes thématiques. Voilà. Merci Lilian. Du coup, pour compléter les propos de Lilian sur les bénéfices des ateliers, je vais vous présenter un peu le parcours d'une personne qui a participé aux ateliers. Donc, c'était une personne qui avait beaucoup de craintes par rapport à son retour à l'emploi. Son projet d'emploi, il avançait doucement. Et du coup, c'est une personne qui avait aussi beaucoup de culpabilité et de résistance, notamment à évoquer son problème de santé mentale. Donc même avec le job coach, c'était compliqué. On imagine bien qu'en emploi, c'était pas simple. C'est une personne qui n'avait pas travaillé depuis 7 ans. Et il se trouve que pendant les temps informels des ateliers, du coup, il y a une participante qui était avec elle aux ateliers qui lui a dit que, en fait, il y avait son entreprise à elle recherchait quelqu'un. Donc, comme quoi, on s'aperçoit que ces temps informels aussi, ils comptent beaucoup, beaucoup. Euh, donc, pour vous donner un peu les choses, les ateliers se sont passés de mai à juillet. Du coup, fin mai, suite au conseil de cette personne, elle décide de se présenter à l'entreprise. Donc, elle va à l'entreprise avec son job coach. Il faut savoir que ça faisait des années qu'elle n'avait pas postulé à une offre d'emploi, quoi. Donc, elle parle de son problème de santé mentale. Et début juillet, donc nous, nos ateliers, c'est de mai à juillet, juste avant la fin des ateliers, finalement, elle est embauchée dans cette entreprise. Et aujourd'hui encore, elle est en poste dans cette entreprise. Du coup, ce que ça montre est un peu comme on l'a vu dans les résultats présentés par Manon et par le professeur Pachou,
C'est que c'est vraiment ces ateliers, ils ont quelque chose qui booste la confiance. Et Lilian nous l'a très bien rappelé, ça booste vraiment la confiance. Pour cette personne, on a vu que ça a probablement permis d'accélérer le projet. Ça a permis aussi un effet qui me semble un des plus importants pour moi par rapport à ces ateliers, c'est la déstigmatisation. Vraiment, à travers finalement le collectif, à travers les ateliers et tous les thèmes abordés, finalement, comme on est entre pairs, il n'y a pas de jugement, il y a la parole qui s'ouvre en fait. Et ça, c'est vraiment déstigmatisant pour le coup. Comme le dit Lyon, bah, on parle de nos difficultés avec les personnes, ça normalise. Et je pense que pour la personne dont je présentais le parcours là, je pense que c'est vraiment ça qui a créé de la confiance, une dynamique pour qu'elle ose aller vers l'emploi. Je pense pas que ce soit une coïncidence. Ça fait 7 ans qu'elle n'a pas eu d'emploi. Et pendant les ateliers, finalement, au bout des ateliers, elle retrouve un emploi, quoi. Donc voilà, je voulais parler de ce parcours-là. Et je laisse la parole à ma collègue. Et moi, je rebondis aussi sur le système de collaboration. Effectivement, il y a plein de choses qui sont dites entre eux, notamment le moment où on a évoqué les compétences et les forces de chacun. On a pu voir sur les 3 sessions d'atelier qu'on a présentées, qu'en fait, c'était vraiment un moment où il se passait quelque chose, il y avait la cohésion de groupe et chacun avait envie d'adresser à l'autre, de lui montrer que lui aussi avait des forces et de nommer des choses que la personne n'avait pas forcément en tête quand elle a commencé l'atelier. Donc, en fait, c'est vraiment des choses aussi qui permettent la confiance en soi, et de la rebooster. Ce qui est intéressant aussi, c'est le côté divulgation, parce qu'en fait, il y a un moment dans l'atelier, on discute aussi des besoins des personnes en termes d'aménagement. Et c'est quelque chose qui peut resservir après quand on est en entretien de motivation avec l'employeur pour à la fois être plus à l'aise pour divulguer et puis à la fois aussi pour négocier des aménagements, ce qui fait partie quand même de notre mission et des conditions pour que ça se passe le mieux possible. Et d'ailleurs, au service maintenant, donc on a organisé 2 sessions d'atelier dans le cadre de l'expérimentation. On en a refait une cette année avec Julien, qui a bien fonctionné. Ouais. Et en fait, comme c'est quelque chose qui intéresse le service, il y a d'autres collègues au sein de Job Coach qui vont se former pour présenter ces ateliers. Et l'idée, ce serait aussi de pouvoir proposer éventuellement à d'autres partenaires, on pense notamment à Cap Emploi ou éventuellement l'URPA chez nous qui propose aussi des ateliers, de faire soit un système de co-animation ou éventuellement de faire venir d'autres personnes qui ne sont pas forcément accompagnées par le dispositif d'emploi accompagné pour faire profiter cet atelier au plus grand nombre, parce que c'est vraiment quelque chose qui est à la fois agréable à organiser en tant qu'animateur et puis qui donne aussi satisfaction après quand on voit les résultats décrits tout à l'heure. Merci beaucoup à tous les trois et merci Claire pour cette transition toute trouvée vers la dernière partie du webinaire, à savoir l'essaimage. Donc, on avait quelques diapos. Certaines et certains d'entre vous nous ont posé la question de savoir comment on pouvait être formé. Mais on va essayer de vous l'expliquer là dans les quelques 10 minutes qui nous restent. Donc, on a quelques diapos de présentation, mais vous retrouverez tous ces éléments qu'on vous communiquera donc à l'issue du webinaire par mail. Donc, juste pour vous dire un tout petit mot sur les outils qu'on a créés à l'issue de cette expérimentation, il y a évidemment le rapport d'évaluation, mais il y a également donc un outil un peu pratico-pratique qui explique comment est-ce qu'on peut essaimer le dispositif, quelles sont les bonnes conditions pour pouvoir essaimer le dispositif. Et donc, ce guide a été traduit, donc a été construit, pardon, à travers les entretiens qu'on a pu mener lors des visites sur site et puis sur des ateliers collectifs avec des animateurs à l'issue de l'expérimentation. Donc, le guide de l'SMH vous sera communiqué. Il y a les films également qui permettent d'illustrer un peu les bonnes pratiques. Et puis, donc, tout ce qui a pu être mis en place lors de l'expérimentation. Sur la diapositive suivante, on voulait vraiment insister sur la formation parce que la formation, ces interventions donc inspirées des TCC ne s'inventent pas, ne s'improvisent pas. Il est nécessaire pour pouvoir les dispenser d'être formé et donc on insiste là-dessus sur le côté obligatoire de la formation. Une mauvaise utilisation de ces méthodes pourrait même avoir des côtés négatifs si c'est mal fait. Donc chaque structure qui souhaite déployer cette intervention, donc on conseille
de former au moins un binôme de professionnels, tel que ça a pu être le cas dans le cadre de l'expérimentation. Et donc, avant de vous en donner peut-être un tout petit mot sur les modalités pratiques pour vous inscrire aux formations, on va laisser la parole à Ouda qui voulait également donc témoigner sur le sujet. Merci Simon. Effectivement, moi je vais vous parler un peu plus de la formation. Donc la formation se déroule sur 3 jours. On commence par une partie plutôt théorique pour comprendre les enjeux de la santé au travail, la méthode inspirée des TCC et aussi les bases scientifiques qui viennent soutenir cette méthode. L'objectif de cette partie théorique, ce sera vraiment de poser un cadre clair et donner du sens à la méthode et aux outils qu'on peut utiliser avant, pendant et après les ateliers de groupe TCC. Donc, tous les outils liés à l'estime de soi, la motivation, comment gérer les obstacles rencontrés au travail. Donc ensuite, on passe à la partie pratique et cette partie pratique, elle se fait à travers de jeux de rôle, donc de mise en situation, où on va expérimenter donc les ateliers de groupe en se mettant à la fois à la place du coup des animateurs et des participants. Ça permet de mieux comprendre comment animer un groupe, mais aussi de voir ce que peut ressentir un bénéficiaire en tant que participant. Et l'idée, c'est vraiment d'apprendre en faisant et voilà, on va tester, ajuster, échanger sur les ressentis et surtout recevoir un feedback de la part des formateurs et du groupe, un feedback constructif pour affiner sa posture d'animateur. Voilà, à la fin des 3 jours, on va repartir avec des outils concrets, une posture d'animateur plus affirmée et surtout l'envie et la confiance pour mettre en place ces ateliers de groupe. On repart avec un contenu très riche, des rencontres et des partages et quelque chose d'assez intense. Voilà, la formation, elle va transmettre des compétences clés pour animer un groupe efficacement, c'est-à-dire questionner, aider à la prise de recul, faciliter à la résolution de problèmes, mieux comprendre la stigmatisation, mieux comprendre les mécanismes de la stigmatisation, du stigmate social et de l'autostigmatisation. Et aussi, elle va permettre de développer une écoute encore plus fine, qui est essentielle, qui est importante pour s'adapter à la dynamique de groupe. La dynamique de groupe, c'est une compétence aussi essentielle dans ce programme. Parce qu'il faut apprendre à créer une dynamique de groupe qui est engageante et motivante pour les personnes. Donc animer un groupe, c'est pas juste transmettre des outils, c'est surtout donner envie de pouvoir aussi gérer les interactions, pratiquer de la reformulation, aider les participants à progresser à leur rythme et les aider aussi à trouver des solutions réalistes et adaptées à leurs besoins. Donc, c'est une animation qui doit être aussi adaptée en fonction donc, des profils et des besoins du groupe, pour que chacun puisse trouver sa place et progresser dans le groupe. Je voudrais rajouter qu'il y a 2 principaux outils qu'on va apprendre pendant la formation. Il y en aura d'autres, mais il y en a vraiment 2 principaux. C'est le tableau TCC que nous a présenté Tania avec tout ce qu'il y a autour de ce tableau. Donc, vraiment de pouvoir structurer la réflexion, de comprendre comment les pensées, elles peuvent agir sur nos actions. Et puis, le livret, le guide qui est interactif, qui permet aux participants de s'appuyer dessus et d'avancer de manière progressive, d'approfondir avec des exercices et surtout gagner en autonomie. C'est aussi apprendre à guider sans imposer et à laisser l'espace suffisant aux personnes pour qu'elles puissent s'exprimer. Les retours qu'on a là, des témoignages sont très riches. C'est grâce aussi à cet espace et le fait de pouvoir guider les personnes tout au long du parcours. Sans formation, aujourd'hui, animer des ateliers TCC, ça serait un petit peu difficile parce que on risquerait vraiment d'aller sur d'être trop directif et de pas suffisamment structurer les échanges. Et aujourd'hui, la méthodologie qu'on a à travers cette formation, elle est claire et elle laisse aussi l'espace à l'expérimentation et à l'échange entre les participants. Donc, on peut pas animer de groupe TCC vraiment, comme tu le disais Simon, sans être formé, c'est vraiment essentiel et indispensable.
Ce que je voudrais rajouter avant de terminer, c'est de dire aussi l'impact que cette formation elle a eu pour moi, en tout cas sur ma pratique professionnelle et sur ma relation avec les employeurs, parce que les outils qu'on a pu apprendre, le tableau TCC, les techniques, les outils sur l'estime de soi, la motivation, elles sont venues vraiment structurer mes accompagnements individuels, d'apporter une approche encore plus juste et adapter mes interventions vraiment auprès des personnes. Et puis, améliorer aussi ma communication auprès des employeurs parce que le contenu est très riche et ça nous permet vraiment d'aborder les sujets d'aménagement et de la divulgation avec les employeurs de manière plus constructive. Et puis, les données scientifiques nous apportent aussi des éléments qu'on peut montrer aux employeurs et ce qui rend vraiment le dialogue beaucoup plus constructif avec les employeurs. Donc, comme vous l'entendez, cette formation, elle ne se limite pas simplement à des ateliers, elle apporte vraiment des outils concrets et une posture professionnelle qui vient vraiment renforcer l'accompagnement des personnes en situation de handicap vers et dans l'emploi. Voilà, moi cette formation, elle m'a beaucoup marquée, elle a eu un impact sur ma pratique et j'ai eu envie d'aller plus loin. Donc je me suis formée en tant que formatrice pour justement transmettre cette méthode et cette approche à des professionnels pour qu'ils puissent à leur tour aussi en faire bénéficier un maximum de personnes, puisque effectivement, j'ai vu les effets que ça a fait sur les personnes que j'ai eues en groupe, en termes voilà, de confiance, d'estime de soi, d'actions posées pour aller vers l'emploi ou pour se maintenir en emploi. Donc voilà, je l'ai expérimenté, j'en ai vu les résultats et aujourd'hui, je souhaite vraiment pouvoir le transmettre à un maximum de professionnels. Merci beaucoup, Ouda, pour cette intervention très, très claire et très pleine d'exemples, je dirais très illustrative. Pour vous faire un petit topo très rapide, hein, peut-être Marc, tu compléteras. Donc, si vous souhaitez vous former, donc il y a des formations donc, qui vont être prévues donc sur juin 2026 et 2025 pardon et début 2025. Si on peut revenir sur la diapositive d'avant, Manon. Voilà, donc ça aura lieu à Paris. Donc, ça peut donc de faire de la formation, ce qu'on appelle en inter, donc mélangeant des professionnels qui viennent de différentes structures. On nous a beaucoup posé la question hein, dans les questions-réponses, savoir si c'était possible pour d'autres dispositifs de l'emploi accompagné. Oui, bien sûr. Ça peut être pour tout dispositif qui a un accompagnement de personnes avec, enfin, présentant des troubles psychiques. Ça peut être très bénéfique. Hein, donc, tout type d'accompagnement, donc insertion, donc, je dirais, socio-professionnelle de personnes. Donc, il y aura cette session qui va être ouverte à Paris, donc entre le. Donc, vous précisez les dates de juste après, mais donc ce sera le 29 et 30 juin et le 1er juillet. Et puis après, si vous souhaitez aussi accueillir une formation au sein de votre structure, c'est possible, à condition de rassembler à minimum, on va dire, une dizaine de professionnels. Et à ce moment-là, on peut imaginer monter une session au sein de votre structure, potentiellement en rassemblant plusieurs services, voire plusieurs structures qui sont sur un même département, par exemple. Il y a un coût pour cette formation. Le coût pour la formation qui sera proposée au mois de juillet est de 1470 € par personne pour les 3 jours. Cette formation pouvant être prise en charge par votre OPCO. L'ANSA est certifié Calliope au titre de ses activités de formation, donc vous pouvez faire une demande aux OPCO pour obtenir potentiellement donc une prise en charge partielle ou totale de cette formation. Sur le contenu de la formation, ces 3 jours, je vais peut-être plus laisser Marc en parler. Tu seras plus à l'aise que moi, Marc, pour cela. Oui, merci Ouda vraiment pour ces témoignages extraordinaires. Et vous m'entendez, ça va? Très bien, Marc. Oui. Et puis je peux présenter aussi avec Tania. Tania, n'hésite pas à intervenir aussi. Peut-être la diapo suivante, si c'est possible maintenant. Oui, alors en fait, c'est ça. Simon et Manon organisent en fait cette formation en mois de fin juin, début juillet. Pour ce qui est des personnes ou des stagiaires qui pourraient suivre cette formation, bien sûr, on pense au job coach, au conseiller en emploi spécialisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette intervention a été développée aussi et validée
dans le cadre des dispositifs d'emploi accompagné. Donc, c'est pour cette raison aussi que cette formation ou cette intervention, pardon, est courte de 8 sessions. Donc, il faut remettre en contexte aussi, même si on peut l'ouvrir à d'autres dispositifs, c'est quand même validé dans ce contexte particulier. Composition des stagiaires, ben, ce qu'on suggère, c'est de 2 conseillers-conseillères par dispositif d'emploi accompagné, hommes et femmes idéalement, comme je le mentionnais, pour justement avoir ce binôme et pouvoir implanter cette intervention en fait dans leur dispositif. Le matériel remis, ben, c'est le manuel de l'intervention, plus support de formation incluant les outils. Elle en a parlé un peu, Ouda, avec des outils sur les obstacles, la motivation, l'estime de soi. Tous ces outils seront aussi disponibles et pourront être utilisés par les stagiaires à cette formation. Le déroulé de la formation, 3 journées, comme l'a mentionné Simon. Dans la journée 1, en fait, ce qu'on propose, c'est de revoir la terminologie parce qu'il y a des fois des différences d'un pays à un autre. Il y a des termes qui sont utilisés de façon internationale, d'autres plus contextuels, comme en France, par exemple. On présente dispositif d'emploi accompagné, SE, là, c'est soutien à l'emploi. SE+, en fait, c'est ce qu'on propose avec Tania. C'est cette intervention qui est ajoutée au dispositif d'emploi accompagné. C'est pour ça que ça s'appelle SE+. Il y a des outils, des thèmes de l'intervention liés à l'atelier collectif, comme par exemple, on va parler des facteurs significatifs de la réinsertion au travail, les obstacles à l'insertion au travail, le sentiment d'efficacité pour les surmonter, donc de trouver des stratégies ensemble avec les stagiaires. L'alliance de travail, ça a été nommé aussi par Bernard, c'est un élément qui est essentiel selon nous. Donc, on aborde l'alliance de travail. On utilise aussi le terme en psychologie alliance thérapeutique. Donc, ça, c'est des éléments aussi qu'on aborde pendant cette première journée. La prise de décision sur la révélation du trouble psychique. Donc, à prendre la décision éclairée. Est-ce que je révèle ou pas mon trouble en milieu de travail? Quelles conséquences ça peut avoir, etc. Donc, on discute de ces éléments-là pour préparer en fait la deuxième journée. Tu veux en parler peut-être la deuxième journée, Tania? Oui, Ou, oui, je veux bien. Puis d'ailleurs, je vais répondre à quelques questions en même temps que j'ai vu apparaître. En fait, le modèle TCC, ce qu'on propose, et c'est vraiment plus la deuxième vague que la troisième. Toutefois, lorsque on explore des stratégies de coping, notamment avec le stress, c'est possible qu'il y ait des personnes qui utilisent ou qui préfèrent des stratégies qu'on appelle plus troisième vague, là, donc soit de respiration, de pleine conscience. Mais de manière générale, cet atelier est plus inspiré de ce qu'on appelle en deuxième vague en psychologie. Et donc, oui, c'est-à-dire qu'on s'intéresse beaucoup aux pensées, aux comportements et comment justement nos pensées vont influencer notre état affectif et nos comportements et comment ça peut avoir un impact sur notre emploi et notre, disons, qualité de vie au travail. Et donc, de réaliser aussi comment notre perception de soi-même et des autres peut vraiment influencer notre maintien, notre bien-être au travail. Donc, on est vraiment plus dans essayer de voir les choses autrement, essayer de vérifier des preuves, même se voir autrement. Des fois, des personnes, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas travaillé, puis pensent qu'ils n'ont pas de force, ils n'ont pas de qualité, et ils réalisent à travers l'atelier qu'en fait, ils ont plein de qualités, plein de forces qui seraient hyper utiles dans un contexte de travail. C'est juste qu'ils n'y avaient pas pensé. Euh, je voulais, peut-être, tu voulais refaire le tour des 3 jours ou ben, je voulais aussi faire un petit peu un pouce sur quand tu parlais du binôme. On en a parlé à quelques reprises un peu rapidement, mais c'est quand même très important de faire les ateliers à 2 personnes, même si vous avez beaucoup d'expérience. Moi, ça fait 30 ans là, que je fais des ateliers, je fais des groupes et je vais toujours le faire en binôme. Même avec une personne qui a très peu d'expérience en groupe, c'est mieux que seul. Et puis, il y a plusieurs raisons, là. Je veux dire, ça a l'air simple tout ça. Quand les gens on vous l'explique, ça a l'air simple, mais il y a beaucoup de choses qu'on gère en même temps. On veut s'assurer qu'on respecte le temps, qu'on respecte le contenu, que tout le monde participe, que tout le monde en tire quelque chose, qu'il y a des collaborations entre les participants. Et donc, ça prend 2 personnes pour s'assurer qu'on n'oublie pas quelqu'un, qu'on n'échappe pas un truc, qu'on dépasse pas le temps, que s'il se passe quelque chose, ben, on soit capable de le gérer. Donc ça, je pense, c'est un point
important. Je sais pas, Marc, est-ce que tu voulais continuer avant qu'on réponde aux questions ou, Ouais, peut-être rajouter un point aussi. Récemment, on a développé un outil pour faire l'évaluation aussi de nos interventions. On a parlé de symptômes. Ça a été présenté par Manon sur le volet quantitatif, sur les symptômes, l'estime de soi, etc. Donc, on a des outils maintenant qui sont en ligne et vous pouvez faire même votre évaluation des personnes que vous accompagnez dans le processus de réinsertion au travail. Donc, c'est bien d'avoir une intervention, mais c'est bien aussi de voir les impacts de votre intervention. Donc, cet outil est gratuit, donc c'est pas, il n'y a pas des coûts associés et ça permet en fait de suivre les personnes tout le long du processus. Voilà, donc c'est ce que je rajouterai. Pour la journée 3, c'est la mise en pratique en fait des éléments qu'on va voir notamment dans les 2 premières journées. Et c'est des petits ateliers. Donc les gens en général aiment beaucoup ça parce que c'est vraiment la pratique. On met en pratique tout ce qu'on a appris dans les derniers jours. On a le feedback en fait de nos collègues. Donc c'est très convivial et les gens et partent avec concret? quelque chose, avec une Et con- expérience concrète, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est concret. Tu sais, souvent, on suit une formation, puis ça ressemble plus à une conférence, là, où on écoute, puis on doit retenir, mais là, vraiment, on le met en œuvre, on l'essaye. Et étant donné qu'on est entre collègues, c'est beaucoup moins gênant. Mais il y a des personnes, j'ai vu, qui demandaient est-ce que je peux m'inscrire si je suis seule? Quand on dit les binômes, l'idée, c'est qu'on veut que les ateliers soient faits à deux. Et c'est possible que pour l'instant, dans votre milieu de travail, il n'y a peut-être pas une autre personne avec qui vous aimeriez travailler. Mais ce qui est important, c'est le moment que vous décidez de mettre en place l'atelier, vous trouviez quelqu'un. Des fois, ça peut être un stagiaire, ça peut être une personne qui, qui vient d'arriver dans le service. Nous, des fois, on fait même des ateliers avec des personnes qui eux-mêmes avaient un trouble psychique, mais qui sont rendus plus loin dans leur établissement. Et donc, un père aidant, là. Mais l'idée, c'est que c'est important de le faire à deux. Euh, mais si vous voulez suivre la formation, même si vous n'êtes pas deux, en tout cas, je ne pense pas que c'est un obstacle. Mais c'est important quand ça va être rendu à offrir l'atelier de trouver une autre personne, quitte à négocier. Ou à aider, en tout cas, à s'assurer que la personne reçoit une formation minimale là, pour pouvoir l'offrir avec vous. Mais c'est un peu ça que je voulais dire. Puis il y avait des questions par rapport à ce que c'est juste pour les troubles psychiques. C'est sûr qu'on parle de la divulgation, on parle d'enjeux qui sont plus liés aux troubles psychiques. Tu sais, si les personnes n'ont pas ces enjeux-là, ils s'y reconnaîtront peut-être pas. Et ceci étant dit, tu sais, c'est pas obligé que les gens aient le même trouble. C'est pas tout le monde qui est obligé d'avoir de la dépression ou trouble bipolaire ou trouble anxieux ou trouble psychotique. Et il y a des personnes qui peuvent avoir des difficultés. Tu sais, il y en a plusieurs là-dedans, des difficultés cognitives et autres. Mais il faut penser que c'était conçu pour des personnes qui avaient un trouble psychique et qui allaient devoir négocier ça dans un contexte de travail. Donc, c'est sûr que de l'offrir à des personnes qui n'ont pas de troubles psychiques, ça va, ça n'a pas été validé avec cette clientèle-là. Et deux, j'ai aucune garantie qu'on ait les mêmes effets ou que ça résonne de la même manière. Dans cette ligne-là, ou dans cette veine-là, je rajouterais aussi qu'on a adapté en fait l'intervention TCC ou atelier collectif là, à d'autres populations, notamment des personnes qui sont en absence maladie, mais qui ont conservé un lien d'emploi avec une organisation en particulier. Donc, qui retournent a priori au même poste qu'avant la maladie. Mais Et en on est maladie psychique, c'est oui, pas psychique, maladie toujours, physique. toujours, Ouais, oui, c'est ça. Oui, merci ouais, de c'est ça. préciser. Nous, on appelle ça des troubles mentaux courants. En fait, ici au Canada, c'est des personnes qui ont un trouble anxieux, un trouble dépressif, un trouble de l'adaptation, un burn-out. Burnout. Donc, c'est des personnes, même un stress post-traumatique parfois. Donc, c'est des personnes qui sont en absence maladie et qui visent un retour à leur poste d'avant la maladie. Et on est en train de tester cette intervention en ligne, d'ailleurs. Ici au Canada, et on arrive à la fin de l'étude. Donc ça aussi, ça peut être c'est comme un message qu'on envoie aussi, c'est qu'on peut faire des adaptations, mais à chaque fois, il faut que ces adaptations soient validées, soient testées, parce que sinon, c'est pas rigoureux et on peut pas savoir en fait quels sont les bénéfices en fait de cette intervention.
Merci beaucoup à tous les deux pour la présentation donc, de ce contenu et puis toutes les questions que auxquelles vous avez répondu. On a essayé de répondre aux différentes questions au fur et à mesure hein, par écrit. Il y a peut-être d'autres questions qui restent qu'on pourra regarder sur la fin de ce webinaire. On est légèrement en retard, je suis vraiment désolé pour cela. On va vous présenter simplement les outils utiles si vous voulez aller plus loin. Donc il y a donc un lien pour s'inscrire si vous souhaitez être formé ou faire part de votre volonté d'être formé soit dès le mois de juin ou soit en 2026. Donc, il vous suffira de cliquer sur le lien qui va vous être transmis. Donc, le lien qui va vous être transmis sur le PowerPoint donc de présentation qui vous sera également communiqué à l'issue du webinaire. On a créé pour cela aussi un petit document qui explique un petit peu ce que sont des interventions collectives, ce qu'on apprend en formation, et puis comment on est formé, comment demander une subvention une partie du financement pardon à l'OPCO. Voilà, donc il y aura aussi donc vous retrouvez sur notre site internet à la fois le lien vers l'inscription et puis donc un document qui vous sera utile pour pouvoir porter peut-être ce projet au sein de votre propre structure. Donc première formation, donc on a donné les dates déjà. Prochaine formation, donc sans doute, hein, les dates sont pas encore fixées, mais au premier semestre 2026. Et puis voilà, si vous avez toutes questions à nous poser sur le sujet, vous pouvez également nous contacter, Manon et moi, ou alors sur l'adresse générique formation@solidarité-active.com. Il y a eu pas mal de questions autour, pourrait-on imaginer demain proposer ces ateliers à des jeunes de mission locale présentant des troubles du psychique? Sans doute. Ce serait même très intéressant donc, de cibler plus particulièrement ce public jeune. Donc, on pourrait imaginer, s'il y a suffisamment de missions locales intéressées, pouvoir vous regrouper et puis monter peut-être une formation un peu dédiée aux jeunes. Voilà, donc sur la diapositive suivante, vous retrouverez tout simplement les autres liens vers les différents supports d'application qui sont communiqués. C'est la dernière, voilà. Donc sur notre site internet, hein, donc qui renvoie tout, vous avez toutes les infos ici. Et puis voilà, donc vous seront communiqués à l'issue du webinaire si vous vous êtes inscrite à ce webinaire. Normalement, oui, si vous participez aujourd'hui. Donc le support de présentation, vous pourrez cliquer sur les liens pour accéder aux différentes ressources disponibles. Et puis donc vous recevrez également donc la petite note sur la formation, donc si vous souhaitez contribuer, et puis le lien vers ce présent replay. Voilà. Il y avait je pense qu'on a tout dit. Il y avait quelques questions-réponses auxquelles on n'a pas répondu, notamment sur les différentes situations de handicap auxquelles pouvaient s'adresser ces interventions collectives au-delà du handicap psychique. Je ne sais pas si là-dessus, Tania, Marc, vous souhaitez répondre ou pas. Si vous n'avez pas le temps, je ne sais pas. Je pense qu'on a abordé le sujet. Ouais. Tu as déjà répondu? Oui, on a déjà répondu à cela. Eh ben, c'est parfait. À partir du moment où c'est testé. Ouais, j'ai répondu. Je pense que c'était dans l'une. Moi, je suis un peu dans l'une et je réponds en même temps aux questions. C'est pour ça que j'ai peut-être de distraction. Moment d'absence. Oui, tout à fait, Marc. Donc, le type de handicap, on en a parlé. Mission locale, on en a parlé. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu? Je parcours vos différentes remarques au fur et à mesure. Très bien. Ben, merci pour vos encouragements. Et puis voilà, donc oui, on pourra contacter l'UNML pour en parler, effectivement. Et voilà, ben, écoutez, y aurait-il une dernière déclaration avant que nous mettons fin à ce webinaire avec un petit quart d'heure de retard? Non. Et moi, je tiens à remercier peut-être Simon et Manon pour tout ce travail là, vraiment d'implantation de cette intervention à travers le territoire français. Donc, bravo à vous et à l'ANSA d'avoir fait ce travail. Merci. Merci beaucoup, Marc. Et puis, merci à vous toutes et tous. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à l'expérimentation. Merci à nos financeurs. Et puis, merci également à toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui sur ce webinaire. On est monté jusqu'à 230 personnes, ce qui était au-delà de nos espérances. Donc, merci pour votre intérêt. Puis, on a hâte de pouvoir essaimer cette pratique grâce aux formations. Merci beaucoup. Et puis, à une prochaine peut-être. Merci, bravo, à bientôt. À bientôt, au revoir.